Territoriale sénégalaise, les acteurs veulent un audit du pavillon et de la zone autorisée. Des lieux d'habitation qui portent un nom bien particulier, les Kompokhoré, ce sont des maisons communautaires créées par les Soninké établis à Dakar, qui servent d'espace d'accueil de leurs parents résidant à l'étranger ou en transit dans la capitale sénégalaise. Un concept inédit que nous allons découvrir dans la rubrique Société de ce mardi. Bonsoir. Le chef de l'État a effectué ce mardi une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu un entretien avec son homologue, le président Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État est de retour à Dakar. Il a été donc accueilli à son arrivée par les autorités civiles et militaires. Et puis les deux chefs d'État sénégalais et ivoiriens ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Envoyés spéciaux à Abidjan, Mamadou Belem et Omar Nying. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas la dimension du vœu de nos secteurs privés. Et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger. Et nous sommes optimistes parce que, avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans, auront des taux de croissance à 2 chiffres. Et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les 2 pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires. Je vous en parlais tout à l'heure dans le secteur de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les 2 peuples, pour les 2 gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les 2 pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Écoutez donc les présidents sénégalais et ivoiriens à l'occasion de la visite d'amitié du président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan. Justement, nos envoyés spéciaux reviennent sur les temps forts de ce court séjour où le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont engagés à renforcer leur coopération. Mamadou Belem et Omar Nying. Abidjan, une étape majeure dans la tournée diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye. Le séjour du chef de l'État en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié fraternelle entre les 2 pays.
L'accueil réservé au président de la République à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny témoigne de l'importance de cette visite pour le gouvernement et le peuple ivoirien. On tend au pavillon présidentiel pour un souhait de bienvenue et puis la sortie marquée par un accueil populaire de la communauté sénégalaise, heureuse d'accueillir le président de la République ici en Côte d'Ivoire. Le temps fort de cette visite se déroule au Palais de la République. Ici, la prise de contact se fait sous les honneurs. Le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue les troupes avant d'arriver à la rencontre de son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Et je vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme des Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservées à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Pour matérialiser la volonté politique des deux présidents, il a été convenu de convoquer la commission mixte entre les deux pays. Les présidents
Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara ont eu des vues communes sur les questions de paix, de sécurité et de développement de la sous-région. Je vous le disais au début de ce journal, après sa visite à Abidjan, le chef de l'État est rentré à Dakar en fin d'après-midi. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était dans la capitale ivoirienne, comme vous l'avez vu, pour rendre visite au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, après donc sa prise de fonction. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce mardi le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite, accompagné d'une forte délégation. Le ministre saoudien qui conduit justement ces délégations a manifesté la volonté de renforcer la coopération entre son pays et le Sénégal. Le Sénégal qui va vers une création des autoroutes de l'eau avec la coopération saoudienne. Le reportage de Aram Daoud. Il est à la fois le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite. Une charge aussi transversale que les différents sujets abordés au cours de cette séance de travail. Autour du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal et l'Arabie Saoudite arrêtent 10 axes de coopération, partis pour être des plus emblématiques, une autoroute de l'eau. Comme vous le savez, au nord, on a de l'eau. On a besoin de l'eau peut-être dans des régions, dans des villes comme Touba. On a besoin de l'eau dans des villes comme Dakar. Peut-être créer, comme l'a fait nos amis et nos frères égyptiens et marocains, en créant l'autoroute de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose c'est un point sur lequel nous avons parlé. Nous importons beaucoup de riz, 1,2 million de tonnes jusqu'à 1,5 million de tonnes. Nous importons du maïs, 450 000 tonnes. Nous importons du blé, entre 600 et 800 000 tonnes. Nous importons du maïs, nous importons de l'huile, nous importons du sucre. Et nous avons aussi les possibilités de produire tout ça là. Avec mon homologue, avec mon frère saoudien, on a parlé comment nous pouvons accompagner le secteur privé sénégalais, le secteur privé saoudien, de venir travailler ensemble pour saisir ces opportunités-là. Une autoroute de l'eau du nord vers les zones plus arides, mais aussi des productions diverses dans les régions du sud. L'Arabie Saoudite montre toute sa détermination à consolider la coopération. Nous avons à cœur de relever avec le Sénégal le défi de la sécurité alimentaire. C'est l'un des axes majeurs de cette coopération que nous voulons renforcer. Nous sommes là aussi pour voir comment le secteur privé des deux pays peut saisir ensemble toutes ces opportunités dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Arabie Saoudite, grand producteur de pétrole, puissant pays du Moyen-Orient, riche mais désertique, est aussi une terre d'opportunité pour le privé sénégalais. L'Arabie Saoudite, compte tenu de son climat désertique, aurait besoin de beaucoup d'herbes fourragères. Il y a aussi une excellente opportunité pour les privés sénégalais d'exporter des fruits et légumes au niveau de l'Arabie Saoudite, d'exporter aussi de la viande halal au niveau de l'Arabie Saoudite. Et ce sont ces axes de coopération-là sur lesquels nous avons bien parlé. Compte tenu de leur expérience aussi dans le domaine des oil and gas, nous sommes dit aussi que peut-être on pourrait apprendre d'eux sur ces axes de coopération-là. La séance de travail présidée par le Premier ministre était élargie aux experts des deux ministères. Le ministre saoudien était en plus accompagné de l'autorité publique en charge de la sécurité alimentaire, la Société saoudienne d'investissement agricole et de production animale était aussi représentée. Plusieurs porteurs de projets et autres entités du secteur privé ont pris part ce mardi au lancement de l'appel à proposition de projets multi-pays de la Facilité Investissement pour l'Emploi, IFE. Cette initiative mise en œuvre dans 8 pays en Afrique, dont le Sénégal, octroie des subventions compétitives pour justement coordonner et financer ensemble des projets publics et privés ayant un impact sur l'emploi. Mariam Biramba. Une opportunité de croissance en Afrique. Il s'agit là du 5e appel à proposition de projet
pour les entreprises privées ainsi que les entités publiques du Sénégal et dans d'autres pays africains. Une initiative de la Facilité à investissement pour l'emploi. La facilité IFE, dont nous lançons l'appel à projet aujourd'hui, s'adresse directement aux entreprises privées, aux organisations à but non lucratif et aux partenaires publics. Elle octroie en fait des subventions pour des projets concrets qui créent des emplois. La facilité IFE soutient spécifiquement des projets qui peinent à trouver un financement adéquat sur le marché. Les projets sélectionnés sur des critères transparents devront permettre d'accéder au système de sécurité sociale. La facilité IFE soutient les projets sélectionnés avec des subventions de cofinancement allant de 650 000 à 5 millions d'euros par projet. Avec la facilité IFE, un instrument innovateur et flexible, l'Allemagne veut soutenir la réalisation des projets les plus prometteurs, innovateurs et durables. J'invite toutes les entreprises intéressées, quel que soit leur secteur d'activité, agriculture, digitalisation, textile, énergie renouvelable, à participer à ce 5e appel à proposition de projet de l'IFE. L'État du Sénégal soutient ce projet, accessible à tous les secteurs d'activité. La facilité d'investissement pour l'emploi est un nouvel instrument financier de la coopération allemande qui vient s'ajouter aux nombreuses interventions de la KfW au Sénégal. Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nous sommes ravis de noter que le Sénégal, parmi les 4 pays bénéficiaires de ce présent appel à proposition de projet, avec le Ghana, le Maroc et le Rwanda. Les montants d'une subvention qui varient entre 650 000 à 5 millions d'euros devront permettre aux entreprises sénégalaises en croissance d'accroître leur capacité de production et de créer des emplois. La facilité à investissement pour l'emploi IFE est un mécanisme d'investissement qui intervient dans 8 pays partenaires en Afrique en vue d'appuyer la création d'emplois durables et de qualité dans le secteur privé. La date du 7 avril marque le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda, perpétré en 1994 au Sénégal. Une conférence internationale a été organisée pour se souvenir et pour mieux comprendre 30 ans après le génocide. Seydina Adunfal. Il y a quelques semaines, au Rwanda, le président Paul Kagame dirigeait la cérémonie solennelle de commémoration du génocide contre les Tutsis. Dans cette même dynamique, ici au Sénégal, une conférence internationale sur le génocide contre les Tutsis a été organisée au CESAC à Dakar. Cette conférence a un double objectif. Primo, il s'agit de rendre hommage ensemble et de préserver la mémoire des victimes du génocide emportées par le génocide. Deuxièmement, il s'agit d'observer ensemble le chemin parcouru par les Rwandais depuis 30 ans dans la reconstruction, en surmontant tous les défis qui ont été engendrés par les effets néfastes du génocide. 30 ans après le génocide qui a fait près d'1 million de morts, l'on se souvient encore à travers cette rencontre qui a réuni experts universitaires, apprenants et représentations diplomatiques. Nous devions tout faire pour conserver le souvenir de ces enfants, ces hommes, ces femmes qui ont été les victimes de la bête immonde il y a 30 ans au pays des 1000 collines. Nous ne devrions rien négliger pour maintenir vivace la mémoire de l'innommable, mémoire sans laquelle les humains seraient voués à répéter les horreurs du passé. La présence d'étudiants en journalisme à cette conférence n'est pas fortuite. L'utilisation néfaste des médias a contribué à ce génocide. Les médias et principalement la radio-télévision 1000 collines a joué un rôle important dans le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et comme vous pouvez le remarquer, pendant longtemps, ça a été un message de haine, de l'intolérance. Et tous ces aspects-là nous ont en fait montré que, et ça nous développons dans nos cours de sociologie des médias, que le journaliste a un rôle important à jouer. Et le journaliste doit être responsable.
Le discours qu'il doit donner doit être un discours qui permet à la société de vivre convenablement et ne pas toujours être dans l'invective, mais aussi à être dans le message de haine, ou aussi à être dans des situations qui attisent le feu entre les communautés. Et c'est cet aspect-là qui est important pour ces apprenants-là qui sont venus suivre cette conférence animée par des experts internationaux et nationaux, mais qui leur permettra également de poser les questions en tant que jeunes journalistes ou jeunes étudiants en journalisme. Et ça, je pense que c'est une occasion intéressante pour le CECI, et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le 7 avril marque le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda perpétré par le gouvernement extrémiste Hutu. Dans les 100 jours qui ont suivi, près d'1 million de Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Je jure de protéger la Russie et les intérêts du peuple russe est en substance la teneur du serment de Vladimir Poutine. Il a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. Le président russe a été investi ce mardi après l'élection présidentielle qu'il a remportée avec 87% des suffrages. Ousmane Garifei. Sur le toit du Kremlin flotte le drapeau de la Fédération de Russie au moment où une fine pluie enveloppe le palais présidentiel. En cette matinée symbolique, le pays reçoit pour la 5e fois le serment de son chef de l'État, le président Vladimir Poutine. Poutine. Vladimir Poutine, je vous prie de prêter serment. Je jure qu'en remplissant mes fonctions de président de la Fédération de Russie, de respecter, de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen. Un serment sous standing ovation pour le président le mieux élu dans le monde à ce jour. Plus de 87% des suffrages, un score jamais observé dans la Russie post-soviétique. Un plébiscite qui sonne comme une reconnaissance du peuple russe à l'endroit de ce guide qui n'a de cesse de redéfinir les relations internationales. Fort de ce soutien, Vladimir Poutine engage plus que jamais le peuple russe dans la voie de la liberté et du développement. Diriger la Russie est un devoir sacré, dira-t-il, en mesurant par ailleurs le poids de la responsabilité. Il promet au peuple russe des victoires futures, au moment où son pays poursuit l'opération spéciale en Ukraine, avec d'importantes prises de localité ces derniers temps. Ce mardi donc, Vladimir Poutine s'engage pour un nouveau bail à la tête de la Russie, ce pays qu'il dirige depuis plus d'un quart de siècle. L'autre actualité dans le monde nous mène au Proche-Orient. Les États-Unis, le Qatar, l'Égypte mettent les bouchées doubles pour une trêve à Gaza. Les discussions se tiennent au moment où Israël maintient la pression sur Rafah. Les ONG sur place dénoncent une situation humanitaire catastrophique. Ousmane Garifei. Les discussions se poursuivent entre médiateurs dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël au moment où la crainte d'une offensive israélienne sur Rafah s'agrandit. Américains, Qataris et Égyptiens tentent par tous les moyens de faire observer une trêve aux belligérants. Selon les ONG présentes sur place, une offensive sur Rafah anéantirait les derniers espoirs d'une accalmie et un coup de frein à l'effort humanitaire déjà fragile sur le terrain. L'État hébreu, qui fait face à une pression intérieure liée au sort des otages détenus par le Hamas, continue d'espérer des mesures d'élargissement de la part du mouvement palestinien. Les médiateurs au conflit, eux, continuent d'espérer qu'un accord final sera trouvé sous peu. Et puis, il y a 70 ans exactement, c'était la chute de Dien Bien Phu, le début de la fin pour l'empire colonial français. Des Sénégalais faisaient partie de l'expédition. Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, pas grand monde. Surtout, certains étaient revenus de l'enfer asiatique avec épouses et enfants que l'on voit de moins en moins. Métis fruit de la guerre d'Indochine, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Mi-mars 1954, le Viet Minh du général Giap part à l'assaut du camp français retranché de Dien Bien Phu. 70 000 petits bonhommes par la taille vont affronter 15 000 soldats d'un corps expéditionnaire à plus des 3/4 composé de combattants de l'Empire. Des Marocains, des Algériens et des Sénégalais, tirailleurs issus des territoires de l'Afrique française. Le piège s'est refermé progressivement sur les forces étrangères, malgré la vaillance et le cœur d'homme qui se battaient à 1 contre 5. La configuration du terrain vallonné ne facilitait pas les choses pour les Français.
La puissance de l'artillerie adverse était sans commune mesure. L'appui aérien tant espéré avec le soutien américain n'a jamais fonctionné. Le parachutage d'armes, de munitions et de rations de combat a été un véritable fiasco dans une jungle où rôdaient toutes sortes de maladies tropicales, dont la malaria. Le colonel Bijard et ses parachutistes sautent sur un champ de bataille ravagé, excavé par des obus de gros calibre, rappelant l'enfer de Verdun. Mais là-bas, c'était une victoire héroïque au bout. L'élite de la Légion étrangère se jette dans la gueule du loup pour être gravement mordu, un barreau d'honneur. Cernés, affamés, assoiffés, malades et épuisés, les derniers éléments français sont obligés de déposer les armes. On est le 7 mai 1954, Dien Bien Phu tombe avec le soir. Plus de 2000 soldats sont morts pour la France et environ 4 fois plus du côté Viet Minh. Mais une autre épreuve terrible attend les 12 000 prisonniers, la longue marche de 700 km au cours de laquelle 8 000 captifs vont périr. 70 ans après, jour pour jour, ils ne sont plus nombreux, les rescapés de la guerre d'Indochine sur terre. Au Sénégal, on compte ici et là quelques vieux avec une descendance vietnamienne de plus en plus diluée, progressivement invisibilisée. C'est que certains anciens combattants avaient livré une dernière bataille, celle de ramener leur progéniture métisse, parfois avec leur mère. Un acte de courage à l'époque que tous n'ont pas fait. On les appelait Chinois. Nous sortons de cette page sombre de l'histoire de l'humanité pour une balade sur le littoral dakarois. Le pays est secoué ces derniers temps par la problématique de la gestion foncière sur cet espace. Et dans ce contexte que le médiateur de la République a convié à une rencontre d'échange de 2 jours. Des propositions de solutions durables face aux conflits fonciers seront soumises aux décideurs à la fin des travaux. Les débats ont permis d'évoquer des sujets liés au droit d'attribution des parcelles dans le domaine national ou le domaine de l'État. Mamadou Sakine. La question foncière demeure une bombe sociale. Comment arriver à la désamorcer? C'est l'objectif de cette rencontre d'échange initiée par la médiature de la République. Elle vise à apporter des réponses à cette lancinante question. La corniche est une petite bande par rapport au no man's land au continent. Hein. C'est pas pareil. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse sur ce foncier rural. Où est-ce qu'ils vont cultiver demain? De quoi ils vont vivre, ces gens-là? Si vous n'avez plus de champs, si vous avez vendu vos champs, qu'est-ce qui va vous rester pour vraiment vous nourrir? Et ça c'est le quotidien aujourd'hui des familles rurales. Les communautés à la base plaident pour une réforme consensuelle, participative et inclusive. Les producteurs, les éleveurs qui sont sur le terrain. Notre souci, c'est de ne pas voir les agrobusiness qui viennent accaparer nos terres et s'approprier aussi des terrains, au détriment des populations locales. Les débats ont permis aux différentes parties prenantes de mieux saisir les textes relatifs au domaine national et du domaine de l'État. Chaque jour, quand on se lève, on voit quelqu'un céder des terres du domaine national, ce qui est formellement interdit. L'article 423 du Code pénal sénégalais l'interdit, l'article L311 du Code de l'urbanisme du Sénégal l'interdit. Dans l'esprit du Code du domaine de l'État, le bail amphithéotique ne devait pas servir à l'habitation. Non. Dans l'esprit du Code du domaine de l'État, c'est la concession du droit de superficie qui devait servir à l'habitation. Le bail amphithéotique aux investissements. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la pratique, le bail amphithéotique sert et à l'investissement et à l'habitation. Durant 2 jours, universitaires et membres de la société civile vont approfondir la réflexion. À la fin des travaux, des propositions de solutions durables aux conflits fonciers seront soumises aux décideurs. En même temps, 47 associations et mouvements écologistes soutiennent le président de la République dans sa décision d'arrêter les travaux sur le littoral. Ils ont organisé une mobilisation ce dimanche pour dénoncer l'occupation du littoral. Une initiative saluée par la communauté Lébou. Une marche nationale est annoncée pour réitérer leur adhésion à cette option de l'État du Sénégal. Salut Sec.
Un dimanche de mobilisation à Djamalaye, plus de 40 associations et mouvements s'engagent aux côtés du chef de l'État. Leur slogan « Tous pour le littoral pour tous », une manière d'apporter leur soutien au président de la République concernant l'arrêt des travaux sur le littoral. Nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui a fait une déclaration très forte pour défendre le littoral sénégalais et réduire l'ensemble des conflits fonciers de notre pays. C'est pourquoi immédiatement, nous, en tant qu'organisation écologiste et population riveraine du littoral sénégalais, de Saint-Louis à Ziguinchor, nous avons décidé d'appeler cette mobilisation de 47 organisations pour soutenir cette forte décision du président de la République et lui dire d'aller jusqu'au bout de la loi. Parce que notre constitution est très claire sur les ressources naturelles. Notre constitution est très claire sur l'apport des populations dans la défense du littoral. Les différents codes que nous avons, le code de l'environnement, le code de la marine marchande, le code de l'urbanisme sont très clairs sur le domaine public maritime qui, comme on le dit, n'appartient à personne. Son usage est affecté à tous. Il faudrait que nous, populations, qu'on soutienne le président à veiller à ce que l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des Dakarois puissent profiter de ce littoral. Le choix de cette plage de Djamalaye pour tenir leur mobilisation n'est pas fortuit. Ici, nous avons des maisons qui sont construites hors du domaine public maritime. Mais dans cette zone du domaine public maritime qui était laissée en compte conformément aux dispositions réglementaires, nous avons des occupations sur le même domaine public maritime où nous voyons des immeubles de 4 étages érigés sur le domaine public maritime. Or, la loi dit que sur le domaine public, on ne doit avoir que des installations légères, démontables ou mobiles. Mais un immeuble de 4 étages, ça ne respecte pas ces dispositions réglementaires. Et nous devons renforcer le président de la République à aller jusqu'au bout de ces injustices qui privent les Sénégalais du domaine public maritime auquel tout le monde devrait profiter. Cette mobilisation a vu la participation de différents représentants venus de Dakar, Saint-Louis, Mbour, entre autres localités. Des délégués de quartier et des notables lébou ont adhéré à cette démarche. Nous saluons Action Bi. Nous saluons cette initiative du collectif pour la défense du littoral. Tout le monde doit accompagner le président de la République. Pour cela, j'ai décidé même de renoncer à mes 3 parcelles acquises avec titre foncier sur ce site. Donc, nous savons que le président, vraiment, toute la communauté lébou est derrière le chef de l'État pour corriger les injustices. Dans notre plan d'action, une marche nationale avec plus de 10 000 participants est annoncée pour réitérer leur adhésion à la décision du chef de l'État. Après la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal, les acteurs du secteur saluent cette mesure qui va renforcer, selon eux, la transparence des pêcheurs que notre reporter Salou Seg a rencontré, encourage le gouvernement à aller encore plus loin en auditant le secteur. Reportage. Quai de pêche de Yoff, c'est l'heure du débarquement pour certains pêcheurs. Dans leur filet, du poisson en abondance. Un constat fait depuis quelques jours. C'est une période propice pour la pêche ici à Yoff. En général, le poisson est en abondance pour 1 ou 2 semaines. Et parfois, les pêcheurs sollicitent des chambres froides pour stocker les poissons. À Soumbédioune, le constat est tout autre. Ces pêcheurs ont dépensé 80 000 francs pour l'achat du carburant pour se retrouver avec ces maigres ressources halieutiques. Nous étions partis à 4 heures du matin et nous sommes revenus vers 13 heures. La pêche n'a pas été fructueuse. Sincèrement, le poisson est rare actuellement. À Soumbédioune, certains pêcheurs souhaitent même ne pas aller en mer. Pour ces acteurs, la pêche industrielle ne leur facilite pas le travail. C'est pourquoi l'option du gouvernement de gérer d'une manière transparente ce secteur est bien accueillie. Nous saluons cette décision, mais il faut mettre l'accent sur le contrôle. Parfois, durant la nuit, nous voyons beaucoup de navires sur les eaux sénégalaises qui font de la pêche illicite.
Je demande au président Diomaye d'accentuer le contrôle. C'est bien de savoir le nombre de navires autorisés à pêcher au Sénégal. Cet acte répond au principe de la transparence. Et ça va régler beaucoup de choses. À Yoff également, c'est un ouf de soulagement pour les acteurs. Ils souhaitent un audit du secteur pour bien cerner le problème. Nous réclamons l'audit du pavillon et aussi revoir la zone autorisée pour les navires. Les pirogues et les bateaux ne peuvent pas mener leurs activités sur un même lieu. La pêche industrielle est différente de celle artisanale. Il faut nécessairement diminuer le nombre de navires autorisés à pêcher au Sénégal. La publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal est bien perçue par ces acteurs. Ils se disent optimistes quant à la bonne gestion du secteur de la pêche. À Fatick, l'Agence nationale de l'aquaculture a formé 47 jeunes sur la pisciculture et les métiers connexes. Ces derniers ont reçu leurs attestations dans ce projet de mise en œuvre du pôle aquacole de Mbellacadiao. L'État du Sénégal collabore avec Enabel, l'agence de coopération belge. 3 millions d'euros sont mis à la disposition de ce programme pour 2 ans. Claire Diop. L'initiative de la démarche rentre dans le cadre de la mise en place du pôle aquacole de Mbellacadiao, une commune dans le département de Fatick. En vue de l'exploitation du pôle, une cohorte de 47 bénéficiaires sont capacités en pisciculture. Les activités d'incubation ont duré 5 jours. Ce projet a pour mission de former des jeunes dans l'entrepreneuriat. Durant cette formation qui avait commencé le lundi, on nous a parlé de la pisciculture, comment choisir un site piscicole, en plus les différentes espèces qui sont élevées en aquaculture. Après, les infrastructures qui sont utilisées en aquaculture, comme les étangs, les bassins, par exemple. Et aussi, on a évoqué l'aliment que les poissons consomment. Coût global du projet, 3 millions d'euros pour la première phase du pôle sur 2 ans. Sur le terrain du concret, les infrastructures sortent de terre. Au niveau du pôle, actuellement, les entreprises sont en train de construire les infrastructures. Les bâtiments commencent à pousser, les étangs, c'est-à-dire que les infrastructures d'élevage du poisson sont presque finies, parce qu'ils sont autour à 90% de réalisation. Donc bientôt, ça va fonctionner. Et je précise aussi que même si vous voyez le titre de la formation, on a dit la première cohorte. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont incubés au niveau du pôle pendant 6 mois. Et une fois sortis, l'ANA va les appuyer à porter leur projet dans leur localité. Autre module développé, la santé des poissons pour une production de qualité. Le projet est innovant et se veut pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. La promotion de l'auto-emploi est faite. L'objectif de ces 5 jours de formation visait à renforcer les capacités des bénéficiaires dans les techniques de la pisciculture en vue d'une maîtrise de la gestion en aménagement d'infrastructures. Et j'ai l'intime conviction que les modules qui ont été, n'est-ce pas, exploités au courant de cette formation, n'est-ce pas, ont été un bénéfice pour vous qui êtes venus pour la formation, les bénéficiaires. L'Agence nationale de l'aquaculture collabore avec Enabel dans la mission. Beaucoup de ces bénéficiaires vont pouvoir réaliser leurs projets. L'aquaculture, un secteur porteur. L'investissement est fait par l'État du Sénégal pour professionnaliser et développer le secteur. Des équipes de la SONES et de la CNO et des membres d'associations de consommateurs ont fait le tour de quelques installations dans la région de Thiès. Ils ont également visité le système de transfert d'eau à partir de l'usine de KMS3. La sécurité du circuit de distribution a été jugée satisfaisante, surtout pour le triangle Dakar-Thiès-Bourg. Amadou Diallo.
Une présentation sur la problématique des ressources en eau potable est d'abord faite aux membres d'associations consuméristes. La phase transfert de l'eau de l'usine KMS3 étant achevée, il s'agit maintenant de s'occuper du volet distribution, ce qui va permettre de renforcer les capacités de stockage au niveau du triangle Dakar-Mbour-Thiès. D'abord, ici à Thiès, nous avons, dans le cadre de ce volet distribution, réalisé un nouveau château d'eau de 2 500 000 litres de capacité qui nous permet de renforcer la capacité de stockage. Mais parallèlement aussi, nous avons renforcé le réseau au niveau de Thiès. En plus de ça aussi, il y a les autres ouvrages qu'on avait ici, qui avaient parfois des problèmes de manque d'eau. Donc, on en a profité pour renforcer le système d'alimentation, mais parallèlement aussi, revoir leur qualité d'eau. En plus de Mbour, KMS3 permet aussi d'alimenter Pointe-Sarène, Mbodiène ou encore Joal, sans oublier les autres zones touristiques. Il y a un réservoir de 5000 m3 qu'on a réalisé au niveau de Dias, plus un renforcement de l'eau qui passe jusqu'au niveau de Toubab Dialaw. Et ce réservoir va nous permettre de sécuriser tout ce qui est alimentation en eau aux alentours de l'AIBD, en passant par les pôles urbains de Dago-Kholpa jusqu'au niveau de Toubab Dialaw. Mais aussi, on en a profité du moment que l'aéroport est un point stratégique pour renforcer les sources d'alimentation en eau de l'aéroport. Le réseau de distribution a été renforcé, notamment à Rufisque, avec la réalisation de 2 châteaux d'eau d'une capacité de plus de 2 millions de litres. À Malika, avec un ouvrage de stockage de 10 000 m3, en plus d'une station de pompage. Cette station va à son tour alimenter 2 nouveaux châteaux d'eau au niveau de Guédiawaye, ce qui va sécuriser l'alimentation en eau potable et améliorer la qualité. Points sur lesquels les défenseurs des consommateurs ont insisté. Nous avons aussi, en tant que défenseurs des consommateurs, parlé de la qualité et de la surveillance de l'eau. Ils nous ont rassurés que des prélèvements sont toujours faits à tous les stades du circuit de l'eau. C'est rassurant quand on nous parle même qu'il y a un œil externe, comme Caritas et autres, qui aussi sont dans le contrôle. Les investissements qu'on a eu à faire pour avoir KMS3, pour le dessalement, tout ceci au profit des populations. Ces investissements vont continuer parce que les populations augmentent de plus en plus. Les représentants des associations consuméristes plaident pour une disponibilité de l'eau potable sur l'ensemble du territoire et à des coûts accessibles. Justement, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'asthme, des médecins se sont retrouvés au Centre national hospitalier Albert Royer de Fannes. Ils ont justement discuté des améliorations apportées au traitement de cette pathologie assez fréquente chez les enfants. Les méthodes de prise en charge évoluent. L'oscillométrie, un nouvel appareil pour diagnostiquer les maladies respiratoires, a été présenté au public. L'asthme, une maladie chronique qui touche toutes les tranches d'âge de la population, surtout les enfants. Dans le cadre de la journée de l'asthme, des médecins spécialistes se sont rencontrés afin de discuter d'une meilleure prise en charge des patients. Ces patients ont d'autres maladies allergiques telles qu'ils ont la rhinite allergique. Ils éternuent beaucoup, ils se grattent le nez et en même temps aussi ils toussent parfois. Et d'autres ont d'autres manifestations allergiques telles que les allergies alimentaires, c'est-à-dire quand ils consomment certains aliments, ils peuvent déclencher des crises d'asthme et d'autres manifestations allergiques telles que l'anaphylaxie. Et il y en a également comme autres maladies allergiques telles que la dermatite atopique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe des gens qui ont l'asthme allergique, qui représente la majorité, c'est à peu près 80 à 90% des cas. Maintenant, par contre, il y a d'autres qui ont de l'asthme qui n'est pas du tout allergique, qui n'ont pas du tout une maladie, des manifestations d'allergie, qui est souvent de l'asthme viral seulement, qui est de l'asthme lié à l'exposition environnementale dans un cadre, comment on appelle, professionnel, ou dans un cadre, on habite à côté d'une usine, ou on est avec quelqu'un qui fume. Donc tout ça, ce sont des formes d'asthme. Plusieurs facteurs peuvent causer l'asthme. L'asthme est lié à plusieurs facteurs, dont les facteurs génétiques, donc la prédisposition génétique, c'est-à-dire que quand une personne a un membre de la famille qui est asthmatique,
Donc cette personne a un risque beaucoup plus élevé d'avoir de l'asthme, ce qu'on appelle les facteurs génétiques. Mais ces facteurs génétiques ne sont pas liés comme dans la drépanocytose où forcément quand votre papa est asthmatique ou vos ascendants directement sont asthmatiques, vous allez faire de l'asthme. Ces facteurs génétiques seulement ne suffisent pas, il y a d'autres facteurs environnementaux. D'où la nécessité de suivre un traitement adéquat. Si le patient ne se traite pas, qu'est-ce qui va se passer? En général, ils vont faire des crises d'asthme ou exacerbations aiguës d'asthme. C'est-à-dire, la nuit, le patient aura du mal à respirer, le patient va avoir ce qu'on appelle une difficulté respiratoire, il va rechercher son souffle et parfois, ça peut amener même à ce qu'on appelle une hypoxémie, un manque d'oxygène. L'oscillomètre, ce premier modèle transportable, sert à diagnostiquer les maladies respiratoires telles que l'asthme et la BPCO. Il peut être utilisé sur les patients à partir de l'âge de 3 ans. Les parents de jeunes patients se réjouissent de cette nouvelle acquisition, qui à coup sûr sera bénéfique pour leurs enfants. Je suis venu ici avec mon fils parce qu'il souffre d'une toux chronique. Raison pour laquelle je l'ai amené à l'hôpital. Actuellement, nous saluons cette initiative parce que c'est une bonne chose, parce que le fait d'équiper nos hôpitaux, c'est une bonne chose vraiment, parce qu'actuellement, la population en a besoin, quoi. Mon fils est asthmatique. Il fait des crises. Il souffre beaucoup. C'est pour cela que je l'ai amené à Albert Royer. La vue de cet appareil me rassure beaucoup, car je souris le traitement qui convient à mon enfant. L'asthme fait partie des maladies multifactorielles. Selon l'OMS, plus de 300 millions de personnes en souffrent dans le monde. Des chiffres alarmants auxquels il faut faire face. À Kaolack, la forte canicule et la poussière notée cette semaine font justement des victimes avec un impact sur la santé des populations. Certaines pathologies liées aux maladies respiratoires augmentent, en atteste le taux de fréquentation du service pneumologique de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Les spécialistes alertent sur les risques. Claire Diop. Depuis un certain temps déjà, c'est un pic de chaleur accompagné de pollution qui sévit ces derniers jours ici à Kaolack. Une situation difficile côté santé. Un tour à l'hôpital régional de Kaolack a permis de faire le constat. Dernièrement, le taux de fréquentation a beaucoup augmenté. À chaque fois qu'il y a ces pics de pollution, les jours qui suivent, dans les 48-72 heures, on est confronté à à une augmentation du nombre de cas de patients venant pour consultation et même du nombre d'hospitalisations. Donc, surtout pour des crises d'asthme ou une exacerbation de bronchite chronique. Pendant cette période, certaines personnes sont confrontées à beaucoup de problèmes de santé. Déjà au niveau de ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, la sphère otorhinolaryngologique, on est confronté à pas mal de cas de poussée de rhinite allergique. Donc des patients qui viennent consulter pour des éternuements, une sensation de démangeaison au niveau des yeux, des narines, avec le nez qui coule, donc, et qui est imputé à effectivement ces pics de pollution. Donc si on en vient également, on a des patients asthmatiques. Alors, question, pourquoi la présence massive d'une telle pathologie dans la zone? Il y a l'effet de l'agriculture avec l'utilisation de certains engrais et également la consommation de tabac, qui fait que donc on a beaucoup de cas de bronchite chronique qui viennent en exacerbation, donc avec des symptômes où on note une majoration de la toux, qui crache un peu plus, parfois des crachats qui sont beaucoup plus sales. Et ça, c'est parfois lié à ces pics de pollution. Ce matin-là, à l'hôpital, nous avons rencontré le vieux Amadouba. Lui, il vient de Kaffrine, précisément du village de Lugiyama, dans le Koungheul. La forte chaleur et la poussière, un duo qui fait souffrir le martyr. Je souffre
J'ai mal partout. J'ai fait des radios et autres analyses pour savoir ce qui se passe. Quand il fait chaud, je suis épuisé. Je respire mal et quand il y a de la poussière, je ne peux pas sortir. Je passe mes journées dans ma case. En journée et la nuit, je dors pour avoir un peu de fraîcheur. Aux vieux Amadouba et autres concitoyens, il est donné de fortes recommandations. Le Sénégal est l'un des pays dotés d'un observatoire qui veille sur la qualité de l'air avec des alertes qui sont données. Il faut s'enquérir régulièrement de l'état de la qualité de l'air et prendre des précautions en fonction du niveau d'alerte. Le port du masque obligatoire pour les sorties. Aussi la restriction de certaines activités qui exposent au danger. À Dakar, les Soninké disposent de maisons communautaires, communément appelées Kompo Khoré. Elles servent de lieu d'accueil pour les ressortissants qui viennent du village. Le temps de trouver le repère dans la capitale sénégalaise. Ces maisons sont également destinées à ces Soninké qui reviennent au Bercail. Dame Seila, dans la rubrique Société, nous fait découvrir ces bâtiments. Les Kompo Khoré, comprenez maisons communautaires en langue soninké, sont construites un peu partout à Dakar pour accueillir des membres de la communauté en séjour dans la capitale. Mais d'où est partie cette idée d'entraide et de solidarité? À l'époque à Dakar, c'était plus difficile, le logement était plus difficile que la nourriture, on disait. Alors, ce qui fait que quand les Soninké sont venus à Dakar, bon, au départ, pour nous, pour notre village, je parle de ça parce que c'est ce que je connais le plus, les gens avaient une tutrice au niveau de la rue Escarfet, qu'on appelait Maïmouna Djanka, je la cite, et puis paix à son âme. Et tous les ressortissants de notre village, qui étaient plutôt la majorité des navigateurs, où ils naviguaient entre Marseille et ici, où ils naviguaient par ailleurs, quand ils venaient à Dakar, ils allaient loger chez cette dame, qui était aussi dans une maison qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à un vieux lébou, mais une maison ouverte à tout vent. Alors, à un moment, ils ont décidé de planter une chambrette en baraque en bois pour qu'effectivement les gens du village, quand ils viennent, ils puissent se dormir là. Au début, les Kompo Khoré servaient de transit pour des membres de la communauté qui quittaient le village pour regagner l'Europe ou vice-versa. Aujourd'hui, elle accueille des étudiants, des ressortissants qui viennent chercher du travail. Elles servent également de cadre pour des cérémonies funéraires. Le Kompo Khoré de Golmi, disons le foyer de Golmi, il a démarré réellement depuis 1930. Et l'objectif premier, c'était quoi? C'était permettre le transit, faciliter le transit aux immigrés, parce que les Soninké sont des grands immigrants. C'est permettre aux immigrés qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de correspondant à Dakar, de faire un transit là-bas, sans bourse déliée, et faciliter ce transit-là. J'ai dit aussi que le deuxième élément important, c'est le rôle social que jouent les Kompo Khoré pendant les cérémonies de funérailles, pendant les réunions du village. Avant, il y avait du gâchis dans les réunions et dans les cérémonies familiales, cérémonies de deuil. Aujourd'hui, les rencontres, le fait qu'on le fasse au niveau des Kompo Khoré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gâchis n'est plus permis et l'argent qui est réuni, est collecté et adressé directement à la famille du défunt. Ces maisons communautaires sont réalisées grâce à des cotisations des membres de la communauté. Pratiquement tous les villages de Gandiaga et de Haïré disposent aujourd'hui d'un immeuble à Dakar pour accueillir ces ressortissants. Ça nous sert à rassembler des moyens pour nous assister mutuellement ici à Dakar, mais aussi, surtout, à assister donc, nos villages dans toutes les activités telles que la construction d'écoles, la construction de dispensaires, de mosquées, etc. Je peux dire que tout le long du Gandiaga, pratiquement tous les bureaux de poste ont été réalisés par les villageois eux-mêmes, à partir des cotisations de ce genre de maisons et aussi de la diaspora. Donc, c'est quelque chose de fondamental et qui est en tout cas une marque de la communauté soninké partout où ils sont. Ce n'est pas seulement à Dakar, mais partout où ils sont rassemblés, il y a un grand nombre. Ils essaient de se rassembler, de se regrouper, même s'il faut payer le loyer d'une maison pour que régulièrement on se voit, on se surveille mutuellement et qu'on puisse régulièrement se prendre en charge.
Les personnes accueillies dans ces maisons communautaires ne paient ni la location, ni l'eau, ni l'électricité. Dans certains logements même, la nourriture est offerte. Le pensionnaire quittera les lieux que lorsqu'il dispose de meilleures conditions. En général, quand les jeunes venaient à l'époque, ils habitaient, ils étaient à la charge de la communauté, mais dès qu'ils peuvent, dès qu'ils travaillent, ils se prennent en charge, aussi bien pour la nourriture que pour le logement. S'ils peuvent partir avec quelqu'un de leur famille, ils partent avec quelqu'un pour essayer de soulager la communauté. S'ils ne peuvent pas, mais au moins ils se prennent en charge. Parce que l'intérêt déjà d'une personne, déjà, ton premier devoir, c'est de se nourrir et se loger. Quand on peut nourrir quelqu'un ou loger quelqu'un, on le fait, c'est en plus, mais au moins se prendre en charge. Alors maintenant, tant que ça continue comme ça, effectivement, il y a un roulement, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Les Compaoré, un modèle d'intégration, d'entraide et de solidarité bien réussi par la communauté soninké. L'initiative a permis aux ressortissants de la communauté de vivre dans la capitale en toute quiétude, en attendant de trouver une vie meilleure pour se prendre en charge. Ce coup de filet des agents des services d'hygiène du département de Tambacounda, ils ont saisi 5,3 tonnes de produits périmés ou mal conservés d'une valeur de 8 millions après 6 mois d'opération de contrôle thyroïdien. Plus de 5 tonnes de marchandises impropres à la consommation ont été retirées du circuit de distribution à Tambacounda. Cette quantité importante de denrées de première nécessité a été saisie et incinérée par les agents des services d'hygiène du département de Tambacounda. La saisie, c'est au niveau de tout le département de Tamba, au niveau des établissements recevant du public, notamment les boutiques, mais également les marchés hebdomadaires. Il y a beaucoup de produits parce qu'il y a des boissons, il y a du Nescafé, il y a divers produits qu'on a saisis au niveau des établissements publics. Oui, pour les auteurs, bon, vous savez que pour nous, pour le code de l'hygiène, bon, les amendes sont des simples infractions de police. On est en train de voir avec le niveau national, ils sont en train de revoir le code de l'hygiène. Parce que pour les amendes varient entre 8 à 18 000 francs. Ouais. Ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine. Pendant 6 mois, les agents des services d'hygiène de Tambacounda ont mené des opérations sur le terrain pour contrôler la qualité des produits distribués et stockés. Il y a des produits périmés, mais il y a aussi des produits avariés. Parce qu'il est important de le noter. Parce que le produit peut être avarié, alors que la date de péremption n'est pas expirée. C'est dû aux conditions de stockage du produit. La farine, elle est expirée. On a saisi 33 sacs de farine pour une valeur de 627 000 francs CFA. Ça, c'est dans la commune de Tambacounda. C'est tout le cumul qui fait 8 604 500 francs CFA. Vous savez que aussi le rôle du service national de l'hygiène, c'est d'abord la sensibilisation. On est en train de sensibiliser aussi les commerçants pour qu'ils puissent, en tout cas, revoir les dates de péremption des produits, mais également faire des visites au niveau des marchés hebdomadaires pour sensibiliser aussi la population. Parmi ces produits impropres à la consommation, des aliments très prisés par les tout-petits, comme les chips, les boissons sucrées et les jus de fruits. C'est pourquoi les commerçants devront veiller sur la vérification des dates de péremption et les conditions de stockage des produits. Sport football, nous allons à la découverte de Ayo des Agnam. Cette équipe de Matam a réussi à monter en National 1, une prouesse pour le football au niveau de cette localité. Notre reporter Ibrahima Pabidjou a assisté à une séance d'entraînement de ces jeunes, plein de talent, nous dit-il. Ils sont tous fiers et travaillent dur pour se maintenir dans cette catégorie du football sénégalais. Le reportage avec Babacar Wade et Ibrahima Pabidjou. Cette montée en National 1 de Ayo des Agnam est très bien appréciée par les experts du foot. Un grand mérite. C'est un travail qui est en train d'être fait et je pense que même moi, en venant ici, je savais qu'il y a une belle équipe parce que j'ai visionné 3 cassettes de Ayo. C'est une belle équipe, une équipe joueuse. J'ai vu même le match qu'ils ont joué contre Askas de Louga, il n'y a même pas une semaine, et ils ont gagné là-bas un 2-1. Oui, c'est une belle équipe. Et je pense qu'ils ont mérité largement de la montée parce que c'est une belle équipe avec un travail qui est fait, avec une mainmise dans cette équipe. Franchir les étapes, Inch'Allah, pour que l'équipe joue dans l'élite. Le Matam, Ourossogui, notre région mérite
d'avoir une équipe qui joue dans l'élite. À un bon niveau, ça montre que c'est une bonne équipe, il y a du travail derrière. Et aujourd'hui, quand on voit que cette équipe a réussi la montée, ça veut dire qu'il y a du bon travail qui a été fait derrière et on a vu de bonnes individualités dans cette équipe. Pour se maintenir en National 1 et franchir les autres étapes, quelques conseils sont nécessaires. Il faut continuer le travail, se renforcer et surtout ne pas être trop gourmand. Il faut franchir les étapes une par une, ne pas se dire qu'ils vont en National 1 et ils vont essayer de monter. C'est possible, mais il ne faut pas que ça soit un objectif qui peut gâter beaucoup de choses dans la progression de cette équipe. Et maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe à parfaire, c'est une équipe à renforcer. Il faudra aller chercher des renforts extérieurs, des renforts avec beaucoup plus d'expérience, peut-être des joueurs qui ont l'expérience de la National 1 qui pourront les faire gagner quelques matchs pour pouvoir assurer dès le début le maintien et après y aller étape par étape et surtout y aller avec beaucoup d'humilité. Et pour se faire une idée de cette désormais étoile montante du Fouta, nous nous sommes rendus à Agnam, la localité où cette formation a fait ses débuts. Sur le terrain, les joueurs sont en pleine séance d'entraînement. Malgré les conditions difficiles, la volonté se lie sur ces jeunes talents. La plupart d'entre eux ont participé à la montée en puissance de cette équipe. Hayo des Agnam, c'était avant tout un projet fédérateur, puis un cadre d'éclosion des talents cachés. Son soubassement surtout, c'est l'amitié et la fraternité. C'est le président, c'est quelqu'un qui aime le football, c'est quelqu'un qui, par son temps libre, faisait regrouper tous les jeunes talents de toute la commune pour faire des matchs. Il se déplaçait même de zone en zone, de département en département pour faire des matchs amicaux. Ce qui a abouti à pourquoi ne pas créer un club. Les années passent, les ambitions sont devenues grandes. Maintenant, en une saison, après chaque match, l'appétit augmentait en fait. Après, ce qui a fait que, en étant champion déjà dans les différentes compétitions de Nawetan, on a su après, Inch'Allah, on a su relever les manches pour pouvoir monter en régional, en national 2, maintenant en national 1 pour la saison prochaine. Pour, Inch'Allah, la saison prochaine, compétir en cadet et en junior, en plus des seniors qui sont déjà promis en national 1. Aujourd'hui, son premier objectif est largement dépassé. Prétendant au trophée de la Coupe du Sénégal jusqu'à son élimination en 16e de finale, Hayo des Agnam est désormais l'un des grands espoirs de la région. Dirigeants et joueurs en sont conscients, ils y travaillent. Bon, c'est une opportunité, c'est une chance à nous donc de montrer nos talents. Le secret, c'est que le travail. Nous avons un staff et des dirigeants ambitieux. Ils veulent bien apporter l'équipe dans l'élite, Inch'Allah. Non, je suis content de m'avoir. C'est une grande fierté pour nous. Quitter la National 2 et aller directement en National 1, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe.